fois, c'est impressionnant de voir les charges de travail. Quand on parle de PMC, 2500 watts, c'est quand même très impressionnant. Des questions dans la salle, peut-être ? Stéphane, ton expérience personnelle toi, grand physiologiste de l'effort, des tests anaérobie, d'outre l'eau, hein, ne te cache pas. Ton retour d'expérience sur ce type de test ? Merci. Alors, ça va être assez limité pour les cyclistes, puisque nous, c'est les skieurs qu'on voit, qui font des wingates. Mais je ne suis pas sûr qu'ils s'en servent beaucoup pour l'entraînement, par contre. Et c'est vrai qu'on ne les fait pas pour d'autres sports. On a parfois des demandes très spécifiques, mais on ne voit pas les cyclistes sur piste à Grenoble. Donc je n'ai pas d'expérience chez les cyclistes. La Fédération française de ski à la vitesse va venir à l'INSEP justement là pour partager avec différentes disciplines, notamment l'athlétisme et puis le cyclisme sur piste, justement sur cette dimension, la tolérance au lactate et le développement de cette filière. Ouais. Aude me demandait comment se déroule un wingate. Vous pourriez nous rappeler un peu le principe? C'est très simple en fait. Pour les cyclistes, c'est un effort de 30 secondes ou un effort total où on doit partir. Il n'y a pas de gestion d'effort. On part pour un sprint comme si on partait pour un sprint de quelques secondes. Et le but, c'est de maintenir le maximum de puissance et de résistance sur les 30 secondes. Donc c'est très dur, très très violent. Et quand en général, on a fait une fois ce test, la fois d'après, on économise un petit peu au début. On ne donne pas tout. Oui, il y a un échauffement, il faut un échauffement. Très bien, donc on va remercier les orateurs pour cette session. On est dans le timing, donc on va enchaîner sur le symposium Bayer, FA et Sport, et donc on appelle les modérateurs suivants, Jeannot Gauthier et Lolo Chevalier. Bien, merci. Donc, grâce au laboratoire Bayer que nous remercions, nous allons pouvoir évoquer l'interrelation entre la fibrillation auriculaire et l'activité sportive. Et donc, Pascal Poncelet, peut-être en doublette avec, pour la première session consacrée à l'éventualité du sport comme soit facteur de risque, soit facteur préventif de la fibrillation auriculaire. Bon, alors, c'est une présentation qui est faite conjointement avec Pascal Poncelet. Il y a le gentil flic, le mauvais flic. Moi, au congrès du sport, là, je vais faire le mauvais flic, puisque on m'a demandé de parler des effets délétères de la pratique du sport à haut niveau dans la genèse de la fibrillation atriale. Alors, vous voyez effectivement des gens qui n'ont jamais fait de sport, qui ont vécu assez vieux, alors que d'autres qui en ont fait la promotion, puisque c'est Fix qui avait développé le jogging aux États-Unis et qui a fait une mort subite à 53 ans. Alors, pour bien centrer les choses, et je rejoins parfaitement ce qu'a dit François Carré tout à l'heure, il ne faudrait pas que le message soit mal interprété. Dans la fibrillation atriale, il y a plein d'éléments qui sont causaux. L'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, l'apnée du sommeil, le faible niveau d'activité physique, le tabac, l'excès d'alcool, la drogue. Et vous voyez que tout en bas, l'exercice d'endurance peut avoir un impact sur la genèse de la fibrillation atriale. Mais vous voyez qu'en termes de proportion, on a un énorme travail de prévention primaire à faire sur les facteurs de genèse de fibrillation atriale et peut-être simplement un discours de modération chez certains athlètes de haut niveau. Vous allez voir que le niveau de preuve est néanmoins modeste, on va dire. Alors, ce qu'on sait, c'est que globalement, la mortalité diminue chez les patients qui ont un niveau d'effort, une capacité d'effort qui s'améliore. Globalement, à 9 mètres ici, on est à peu près à la moitié de ce qu'est capable de fournir un cycliste pro. Et vous voyez aussi que, toujours dans cette perspective de se faire l'avocat du diable, lorsque on a un cycliste de haut niveau, eh bien, on peut développer des dilatations harmonieuses des quatre cavités qui sont assez substantielles
par rapport à un témoin qui ne pratique pas de sport. Alors, évidemment, tout est question de vigueur. Ici, vous avez les courbes sur l'incidence de la maladie coronaire, des accidents vasculaires cérébraux, en fonction de l'activité, sur 1 million de femmes qui avaient été suivies pour le cancer du sein en Grande-Bretagne. Et vous voyez que lorsqu'elles font un peu d'activité physique, eh bien, jusqu'à 4 à 6 fois par semaine, elles ont une diminution très nette de l'incidence de la maladie coronaire, mais qu'après, on note une petite augmentation de l'activité dès que l'intensité de l'activité physique augmente. Et pour la fibrillation atriale spécifiquement, ces données, je voudrais revenir. Voilà. Ces données, elles ont été également mises en évidence dans des cohortes, ici une cohorte norvégienne qui est l'étude de Tromsø. Vous voyez 21 733 patients qui ont été suivis de manière prospective et une population qui est assez en bonne santé, on va dire, hein, puisque vous voyez que les BMI sont assez bas. Ils sont normaux en tout cas, et ce qu'on voit, c'est que vous avez une diminution de l'incidence de la fibrillation atriale lorsque l'on a une augmentation de l'activité physique qui passe de très faible à modérée, et puis qu'après, au prorata de l'intensité de cette activité, eh bien, on a une augmentation de l'incidence de la fibrillation atriale. Vous voyez néanmoins que les hazard ratios sont assez modestes, puisqu'on réduit la fibrillation atriale d'un facteur 19 quand l'activité est modérée et qu'on la majore d'un facteur 37 quand on est vraiment dans des activités intenses. Ça, c'est assez superposable selon le sexe et en revanche, on a une nette cassure liée à la fréquence cardiaque. C'est-à-dire que quand les sportifs commencent à avoir des fréquences cardiaques qui chutent en dessous de 50 battements minutes, eh bien, on note très clairement une augmentation de l'incidence de la fibrillation auriculaire. Deuxième point que je voulais soulever, c'est que les méta-analyses et les papiers qui ont été publiés sur l'augmentation de l'incidence de la fibrillation atriale sont généralement dédiés à des populations qui sont des sportifs en classe 3C de Mitchell. On a ici l'étude finlandaise sur les courses d'orientation, les cyclistes, les marathons, des marathoniens, plusieurs études chez les cyclistes. Et vous voyez que si on arrive à une augmentation du risque relatif avec un odds ratio à 5,29, eh bien c'est essentiellement chez les sportifs en classe C de Mitchell. Pas sûr que c'est que ce surrisque de fibrillation atriale soit retrouvé quel que soit le type de sport pratiqué. Alors, néanmoins, chez tous ces sportifs endurants, on retrouve une augmentation de pratiquement tous les troubles du rythme. Le flutteur le flutteur est augmenté, il y en a 31% dans cette population versus 8% chez la population non athlète. Vous voyez que dans la fibrillation atriale, on retrouve un surrisque. Vous voyez que sur les tachycardies ventriculaires, notamment les extrasystoles ventriculaires, on a un surrisque également, et les troubles de conduction à l'étage auriculo-ventriculaire également. Alors, quels sont les mécanismes potentiellement impliqués? Le premier, eh bien, c'est de se dire qu'on a une cause hémodynamique toute bête, avec une augmentation en charge et en volume, et que ça dilate les cavités. C'est tout à fait vrai. Vous voyez que la pratique du sport, dans cette étude de Astina et Chris en 2008, a montré une augmentation. Je vous remercie. A montré une augmentation une diminution de la fréquence cardiaque et une augmentation du volume de l'oreillette. Néanmoins, c'est insuffisant comme explication, parce que lorsque l'on étudie les gens qui ont eu une pratique de sport aérobie et un aérobie intense, ici des anciens cyclistes professionnels à terme, eh bien, on se rend compte que la taille de l'oreillette reste élevée, y compris lorsqu'ils ont arrêté leur charge en entraînement. Donc on ne peut pas exclusivement impliquer des phénomènes hémodynamiques, et il y a probablement des phénomènes de remodelage qui interviennent dans ces phénomènes. Toujours cette même étude nous montre que plus les gens ont eu des distances parcourues
à l'entraînement, et plus la taille de l'oreillette résiduelle, j'allais dire, est importante. Et donc vous voyez très bien que François et Pascal sont en danger, alors que moi, pas du tout. Sur le plan des mécanismes, on a par ailleurs une implication de la fibrose intramyocardique qui est assez importante. C'est des modèles qui n'ont jamais été étudiés chez l'homme. Il n'y a pas de biopsie myocardique réalisée chez le sportif, Dieu soit loué. Et donc, c'est des modèles murins, ici des rats, à qui on fait une charge d'entraînement progressif, ce qui s'appelle les rats marathons. Et vous voyez que lorsque l'on les charge en entraînement, eh ben, on développe plus facilement chez eux par la stimulation de la fibrillation atriale. L'induction est beaucoup plus facile au-delà de 16 semaines de pratique intensive de sport. Et vous voyez que par rapport aux sédentaires, le taux de fibrose décelé sur les biopsies atriales est également tout à fait significatif. Autre étude, cette fois-ci chez des souris qu'on a fait nager au-delà de 70% de leur VO2. Et vous voyez encore qu'on a une fibrose très importante, des taux de collagène qui sont plus importants et une infiltration cellulaire de cellules de l'inflammation qui sont très importants. Et ça semble être médié par le TNF-alpha et certaines interleukines qui, vous voyez, lorsqu'elles sont bloquées chez ces souris qu'on a fait nager, eh bien, développent moins de fibrose intramyocardique. Donc ça semble être un des phénomènes qui peut expliquer le remodelage des cavités cardiaques qui persiste même après l'arrêt du sport. Néanmoins, on a aussi une implication d'autres mécanismes, le système nerveux autonome. Je vous ai mis ici un scanner d'une oreillette gauche sur lesquels on fait régulièrement des ablations. Et anatomiquement, en rouge ici, les ganglions, en avant des veines, dans le toit, en arrière des veines, avec des connexions interneuronales qui sont importantes. Et la stimulation du parasympathique, dont on sait qu'il est activé chez le sportif, eh bien, génère un potentiel pro-arythmique qui n'est pas neutre, puisqu'on diminue les périodes réfractaires et donc la capacité d'excitabilité des cellules et le tissu des veines est particulièrement pro-arythmique, avec une automaticité anormale qui est très génératrice d'une hyperexcitabilité qui peut développer la fibrillation atriale. Encore une fois, lorsqu'on le reprend, les souris ou les rats qui ont été soit sédentaires, soit chez qui on a fait de l'exercice, eh bien vous voyez qu'après 16 semaines d'exercice, la participation du parasympathique est très clairement impliquée. Pareil chez les souris dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà un exemple d'une ablation par radiofréquence réalisée chez un sportif. Vous voyez que le patient est en rythme sinusal. On essaye de déconnecter la veine pulmonaire du reste de l'oreillette. Et vous voyez que pendant l'application de tir de radiofréquence sur les ganglions parasympathiques, le patient passe en rythme jonctionnel avec une activité rétrograde. Et donc on est en plein dans la libération d'acétylcholine pendant l'ablation par radiofréquence. Et les résultats de l'ablation par radiofréquence semblent en partie conditionnés par le ciblage de ces zones du système nerveux autonome. J'irai pas beaucoup plus loin parce que le temps passe. Je dirais simplement que on a quelques niveaux de preuve désormais pour penser qu'il y a un remodelage qui peut être néfaste chez le sportif endurant et peut-être surentraîné via l'inflammation qui peut générer un remodelage des cavités cardiaques. L'hypertonie parasympathique, et notamment via la bradycardie qu'il génère, peut diminuer les périodes réfractaires du myocarde et le rendre hyperexcitable. On a parlé tout à l'heure très brièvement des destructions myocardiques répétées sur les efforts très intensifs. Pas certain qu'ils soient responsables du remodelage. Il y a même quelques papiers qui disent que les stress cellulaires engendrés par les sports intensifs peuvent entraîner des accélérations des processus de régénération cellulaire, mais peut-être que de manière itérative, aucune preuve là-dessus, on pourrait amener à un peu de destruction cellulaire, le tout aboutissant à de la fibrillation atriale. Pour ne pas que le message soit le mauvais, je voudrais simplement rappeler que sur des petites études de cohorte avec des suivis courts, eh bien on a des éléments pour penser que l'endurance peut générer de la fibrillation atriale.
sur des larges populations et avec des bonnes cohortes, on a quand même beaucoup d'arguments pour penser que l'activité physique régulière réduit la charge en fibrillation atriale. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc merci pour cet exposé. Est-ce qu'on pose les questions à mesure ou peut-être non rester pour les questions les... Ouais, peut-être. Non, mais je vais faire mon topo puis. Ah d'accord. On, Ah, puis ben, on va le vas-y, faire. alors. Ah. Alors. Bien. Alors, je vais poser le problème. Alors, je vous rassure, on n'a pas travaillé ensemble pour que justement on puisse chacun donner son expression, mais je savais à peu près ce qu'il allait faire et je suis assez d'accord avec lui. Donc, ce n'est pas du tout polémique, c'est plutôt une remise en perspective. Alors, vous savez, quand nous avons une séance de cas clinique, alors je vais vous poser le cas clinique et après je vais vous frustrer immédiatement parce que si vous ne venez pas à la séance, vous n'aurez pas la réponse. Donc, nous avons un homme correct, enfin apparemment correct, bon JCV. Il approche de la soixantaine, mais il continue à courir, il fait du vélo depuis très 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 longtemps. On reviendra dans le topo, ça fait longtemps qu'il fait beaucoup de vélo, qu'il court beaucoup. Examen strictement normal, aucune plainte, pas d'antécédent. On retrouve que son papa est mort, mais âgé, et il avait fait de la fibrillation auriculaire et il est mort d'un AVC. On est dans quelque chose de très connu. Seulement, en vieillissant, il a perdu beaucoup de ses amis en termes de motivation, donc il est obligé d'aller dans des clubs. Et dans ces clubs, où il y a un taux de disparition relativement remarquable, j'étais au vélo cycliste de la bonne ville de Douai à un moment donné, il y avait presque 10% de la population du club qui disparaissait tous les ans. À un moment donné, je me demandais si de faire du sport, c'était bon. C'était une vraie interrogation. Et dans son club, il y en a 3 qui ont fait l'AFA, ils ont été voir les docteurs, ils ont été voir le topo de Brigado, il a dit oh là, il faut y aller mollo maintenant. Il faut y aller mollo. Et donc vous voyez ce beau jeune homme, il vient vous voir parce qu'il a entendu dire que faire du sport à un bon niveau, il a fait du marathon et trucs, il faisait de l'AFA, est-ce qu'il faut que j'arrête? Alors, ben vous venez, sinon c'est pas la peine. Alors je vous rappelle quelque chose de fondamental, parce que nous sommes dans une déviance. L'activité physique sur le monde, c'est quelque chose de délétère. Ça tue. Il y a une très belle diapositive de Youssouf dans ses grandes études. Quand vous allez en Inde, quand vous allez en Chine, plus vous augmentez l'activité physique qui se fait au sein du travail ou de l'exploitation du travailleur, ça tue. Et donc l'activité physique extrême, on en est sûr, on le sait depuis longtemps, ça tue. Et donc il n'est pas forcément idiot de retrouver, donc maintenant qu'on n'est plus exténué comme Docker, qu'on va retrouver des sports extrêmes et que dans ces nouveaux extrêmes, on puisse retrouver des éléments délétères, et ce qui ne va pas retentir sur la vie de tous les jours. Alors, est-ce qu'on doit être alarmé? On doit toujours être curieux, et ça, on va le recevoir, mais toutes les études qui nous sont faites, eh bien, si on regarde, revue de la littérature, études d'intervention, non. On revient sur le topo sur les recommandations. Études de cohorte prospective, non. Études solides, il n'y en a pas. Donc, c'est des petites études, par défaut, des petites cohortes rétrospectives, des cas témoins, etc. Des méta-analyses, alors quand on sépare et qu'on veut dire quelque chose, on fait des méta-analyses. C'est du camouflage dans 98% des cas. Quand vous voyez une méta-analyse, méfiez-vous toujours, retenez au moins ça du topo. Une méta-analyse, structurellement, ne doit pas réconcilier des études. Une étude A dit c'est bon, une étude B dit c'est mauvais, je fais un pooling et je vais voir quelle est la vérité. C'est faux. C'est complètement faux. Une méta-analyse, c'est pour donner de la puissance. J'ai fait une petite étude qui dit qu'il faut en faire, une deuxième étude qui dit qu'il faut en faire, mais il n'y a pas le nombre de sujets nécessaires. Et je vais donc pooler ces études avec une méta-analyse, avec des critères de qualité, et je vais voir si je vais avoir la puissance pour faire la démonstration. Ou alors je prends des grandes études où on est d'accord sur les critères primaires, je vais revoir l'arythmie dans le traitement de l'hypertension artérielle. Une étude dédiée n'avait pas la puissance. Si je prends 4 ou 5 études dédiées sur un autre critère primaire, je vais voir si le critère secondaire, je vais pouvoir l'exploiter avec la méta-analyse. Mais réconcilier
des éléments contraires n'est pas du domaine de la méta-analyse. Nous en avons 3. Comme il n'y a rien d'autre, on va les regarder. Enfin, ils les ont regardés, je vais vous en faire grâce. Alors toujours, donc, présomption d'innocence. Tant que vous n'avez pas fait la preuve de la culpabilité, vous devez avoir une présomption d'innocence. Et je vous rappelle quelque chose, un message pour le CCS, parce que ça n'a pas beaucoup changé. Donc, Canel, c'est Framingham. Donc, en termes d'épidémiologie, il crée l'épidémiologie, il suit l'épidémiologie, c'est un épidémiologiste. Et quand il regarde dans toutes ces cohortes, quelles qu'elles soient, que vous prenez pour le cholestérol, pour l'hypertension, pour la FA dans le sport extrême, on n'a pas de méthode adéquate d'évaluation de l'activité physique. Dans une population générale, dans une population ciblée, nous n'avons pas de méthode adéquate. Et s'il y a quelque chose à faire dans le club, pour le futur CA, pour l'avenir, c'est de faire des propositions. Il y a un véritable champ libre. Et nous avons, dans les grandes cohortes, on y reviendra, une pénurie. Enfin, nous avions une pénurie totale de gens réellement actifs et maintenant une pénurie relative. Enfin, toujours pour l'épidémiologiste, pour pouvoir faire quelque chose, c'est bien de dire et les gens en font, les gens en font pas. Or, l'activité physique, c'est une prévalence totale. Il n'y a pas d'individu qui n'ait pas un niveau d'activité physique. Même si vous éteignez la télévision et que vous allez au frigidaire, vous avez une activité physique. Et donc maintenant, en plus, pour toujours les épidémiologistes, nous avons des extrêmes toujours difficiles à ramener sur une moyenne. Donc entre des gens qui foutent rien et des gens qui font le tour de Belle-Île au lieu de lire leur ordinateur, eh bien, on a beaucoup de mal. Alors, le seul exemple que je connais, c'est Alexandre de Bienheureux qui a essayé d'approcher la non-activité totale. Donc c'est un très vieux film. Bon. Alors, toujours dans ce problème de présomption d'innocence, on ne sait jamais trop si c'est, dans les articles, hein, pas si je vais voir nos amis rythmologues, s'ils font de la FA et du flûteur. Et puis la FA, c'est un monde tellement grand que une FA paroxystique sur un mécanisme vagal, chez un sujet extrêmement sain, va revenir, ça n'a quand même pas la même pronostic en termes de termes péjoratifs, et on ne peut pas mettre tout ça dans le même sac. Donc, est-ce qu'elle est paroxystique permanente? Est-ce que c'est de la FA ou souffleteur, comme mécanisme vagal, sympathique ou autre? Alors, remodelage, on reviendra. Est-ce qu'on nous précise si elle est symptomatique ou non? Et quelles sont les méthodes de diagnostic actuellement? Moi, je ne comprends plus rien, mais heureusement, on a des bons rythmologues qui sont présents ici. Je fais un holter à un sportif, il me fait 1 minute de FA. Est-ce que c'est de la FA? Est-ce que c'est 30 secondes? Est-ce que c'est 6 minutes? Quand est-ce que je le classifie? Comment je le classifie? Est-ce que je les classifie pareil? Je ne sais pas. Et ça ramène aux formes frontières entre la FA que je déclare, que je diagnostique, que je mets dans mon casier FA, la vulnérabilité auriculaire qu'on peut retrouver avec des extrasystoles partout. Et enfin, la prévalence. Suivant l'âge de la population, vous avez des prévalences qui sont énormément différentes et vous avez des effets dans le temps qui nous empêchent d'évaluer ça. Donc ça, c'est juste pour dire que c'est des toutes petites études de cohorte, les mécanismes vagaux et sympathiques, ça c'est très classique, et puis surtout que la FA paroxystique chez les sujets jeunes sportifs, elle se transforme assez rarement en FA permanente. Nous sommes sur des phénomènes différents. Donc dans tout ce qui a été présenté, il n'a pas encore, heureusement pas tout fait, parce qu'il y en avait plein qui étaient encore plus médiocres que celui-là qu'il a osé présenter. Vous avez ces courbes-là où vous voyez que vous avez cette intensité et la prévalence de FA qui est là. En fait, quand vous rentrez plus dans le papier, il y avait 3 modèles d'ajustement, mais le modèle d'ajustement le plus primordial qui était l'âge, il n'était pas dans l'article. Et quand vous mettiez l'âge, c'était dans l'appendice, quand vous mettiez l'âge, il n'y avait plus cette apparition de la FA. Donc, si on regarde d'autres études données aussi chez les sportifs, il y a quelques études qui ne le retrouvent pas. Et donc là, je vous mets Franklin, donc c'est William, c'est le premier auteur, mais c'est Franklin, c'est Canel, c'est Framingham, ils ne le retrouvent pas. Et donc, si on regarde les études chez les athlètes, il n'y en a que 3 qui ont des critères de qualité qui approchent le vraisemblable, et en fait, il n'y a qu'une étude qui nous interpelle réellement, c'est celle faite par nos amis norvégiens. Il y a la cohorte de Tromsø sur la population générale et la cohorte sur la course de 90 km, où on voit que ceux qui ont fait plusieurs fois cette grande course de 90 km, il y a une apparition significative, le rond c'est significatif de FA, donc il y a quand même
une très belle étude qui est quand même construite, qui est quand même répétée, qui nous interpelle. Mais toujours, en fait, que des hommes skieurs de fond. Et le reste n'est pas solide. On peut que citer ici la fameuse étude sur le Tour de France, avec quand même, on a 200 athlètes de très très haut niveau. On n'a pas une explosion de F1 chez ces athlètes qui ont fait plusieurs Tours de France. La physiopathologie, ben, elle a été très très bien faite, mais elle est uniquement chez la souris. Et les modèles de souris nageuses sur l'hypertrophie ventriculaire gauche, sur l'hypertension, tout ça, c'est des modèles quand même qui sont très très particuliers, qui induisent des modifications très particulières, et donc la transposabilité est extrêmement médiocre. Tout ce qui nous reste de relativement solide, tu l'as bien évoqué, donc je fais très vite, c'est la taille de l'oreillette gauche, qui est plus grande. Alors, moi, il y a un autre problème dans la taille de l'oreillette gauche, c'est l'indexation. On en a parlé déjà. L'indexation, c'est quelque chose qui m'embête beaucoup en médecine du sport. C'est bien si vous indexez des sportifs à l'autre. Mais dans ce cas-là, il faudrait indexer sur la taille. La physiologie, c'est taille puissance 2.7. C'est ça qui doit être le modèle d'indexation. Vous comprenez bien que si je bois de la bière, j'élargis ma surface sociale et ma surface corporelle. Et donc, mathématiquement, j'ai un plus petit cœur. Vous le mettez à l'inverse, vous avez un sportif affûté, le BMI passe de 28 à 19, son cœur n'a pas changé, et donc sa taille, son volume ou son surface indexée agrandit. Et donc, si vous êtes dans une population qui a la même surface, mais dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de l'indexer, et si vous indexez sur des populations qui ont des surfaces importantes, vous créez un biais immense. Pour la petite histoire, comme je suis maintenant vieux, je raconte les petites histoires. La surface corporelle, c'est la formule de Dubois et Dubois. Montpellier, ils s'emmerdaient, c'était la guerre, ils n'avaient rien à faire. Et ils ont mis des bancs de Velpo. C'est des gens géniaux, hein, géniaux. Des bancs de Velpo, 10 cm, et j'entoure mon malade, et puis après, je regarde la longueur, j'ai ma surface corporelle. Ils ont fait 17 patients. 17 patients. Et avec ces 17 patients et la bande à Velpo et beaucoup de jus intellectuels, ils ont créé la formule de Dubois et Dubois. Je termine. Sur les 17 patients, il y avait 3 culs de jatte. BSA, en anglais, c'est beaucoup mieux. Alors, si vous regardez le niveau de forme et la prévalence de l'AFA, tu as introduit ça, donc je vais aller très vite. Et là, toutes les grosses cohortes sur 5000 patients, 6000 patients, il y en a plusieurs, il y en a 2 qui sont parus en 2015, ça fait des circulations, ça fait des lancettes, etc. Là, les niveaux de forme, c'est très clair, vous avez une baisse de la prévalence de l'AFA quand vous êtes en forme. Mais ce niveau de forme, c'est, si vous regardez la meilleure forme, c'est 12 mètres. Bon, c'est déjà pas mal dans une population, on est autour de 40 ml. 35-40 ml. Donc des gens qui s'entretiennent bien, qui sont à un bon niveau, vont faire moins de FA. Ça, c'est un circulation. Vous voyez que les écarts-types aux deux extrémités s'écartent et il est très aventureux d'aller tirer une conclusion quand on voit cet écartement des écarts-types. Donc vous retrouvez tout ça, mais toujours 12 mètres. Donc la bonne forme est bonne pour la santé, mais ça ne répondra pas à des gens qui veulent faire de l'élitisme, entre guillemets. Alors, en pratique, c'est aussi quand même tempest in the teapot, une tempête dans un verre d'eau. Parce que, en pratique, si vous avez un sujet extrêmement affûté qui vous fait de l'AFA, vous n'allez pas mettre un traitement bradycardisant, il est plutôt vagal. Vous n'allez pas mettre un traitement anti-arythmique, ça sera plutôt dangereux. Vous n'allez pas mettre de traitement anticoagulant, en général, il a un chasse à 0. Bah, en fait, s'il ne vient pas vous voir, c'est aussi bien. C'est tout ce que vous pouvez dire, bah, arrêtez de faire ce qui vous amuse. Mais est-ce qu'on a vraiment des arguments pour ça? Alors, le dernier aspect, celui qui m'avait amusé, c'est pour ça que j'avais pris plutôt ce pendant-là que l'autre, c'est qu'il y avait 2 petits papiers récents. Puisqu'on crée un peu cet interdit, moi j'ai un malade qui vient, il a fait de l'AFA, un malade plus normal, et j'ai dit, mais il faut faire de l'activité physique. Alors, mais monsieur, déjà des sujets sains, ultra sains, ils font de l'activité physique, ils font de l'AFA. Moi qui ai déjà fait un accident de FA, si vous me faites faire de l'activité physique, et
autre chose que de sortir du lit, que de sortir de la sédentarité, un peu d'exercice physique, reprendre du vélo, refaire un peu de jogging avec les copains, faire des trucs comme ça, est-ce que je ne me mets pas en danger? Et ça, c'était le risque dans le message qui était important. Et donc, il y a une belle étude qui a été faite. Et donc, là, vous voyez, plus vous refaites de l'activité physique, mais on est toujours dans ce ranging, on ne dépassera pas les 12 mètres, hein, d'accord? Dans ce ranging-là, reprendre l'activité physique va diminuer la récurrence de l'AFA. Et ça, c'est un message, je pense que pour nous, en cardiologie du sport, c'est excellent. Donc, il y a 2 papiers qui démontrent clairement, clairement cela. Il y a un autre papier, mais il n'y a que 25 patients qui va dans le même sens. On va aller très très vite. Et enfin, le dernier message, c'est que le bénéfice général, parce que quand vous avez donné un conseil de réduire l'activité ou de faire l'activité, peut-être qu'on a ce doute sur la FA, s'il est skieur de fond ou s'il y a vraiment des activités. Donc on a un devoir d'information, mais notre vrai devoir d'information, c'est que peut-être vous avez un petit risque lié de 1,2, 1,3 de faire de l'AFA en plus qu'une autre population, mais ce FA vient sur un risque cardiovasculaire beaucoup plus général, et le risque cardiovasculaire beaucoup plus général fait que ça reste toujours bénéfique si vous êtes toujours sur le raisonnement cardiologique. Donc là, vous avez la morbidité, mortalité. Vous voyez que les flèches ne posent aucun problème, même si dans cette étude, là aussi, le bénéfice de l'activité physique générale, elle plafonne. On ne sait pas répondre honnêtement avec certitude si on est à 18-22 mètres d'importance de performance. Donc, il y a aussi une petite mélodité comme ça. Donc, pour finir, eh bien, le conseil et l'exemplarité, c'est 2 choses différentes. Donc, vous voyez Zidane et l'entraîneur. Donc, un entraîneur doit donner des conseils, il n'a pas une valeur d'exemplaire, ça se saurait, et ça change. Et pour savoir quelle est ma conclusion réelle, c'est-à-dire le fameux cas J.C. Verdier, qu'est-ce que je lui ferai faire? Eh bien, c'est le cas clinique, et j'écouterai vos réponses. Vous avez eu les 2 topos, et donc on écoutera vos réponses, on écoutera votre prescription, ou on va sortir du médico-légal, votre conseil. Si c'était un ami qui venait vous voir, qu'est-ce que vous lui conseillez? Diminuer ou pas diminuer? Merci. Bon, on vous remercie tous les deux. Donc on était un peu perdus, on était venus pour avoir des recommandations précises. Donc tu confirmes que jusqu'à 12 mètres, tu es préventif. Parce que 12 mètres, c'est pas forcément modéré quand même. Jusqu'à 12 mètres, ce qui est dans la population un très bon niveau. C'est un haut niveau de population, c'est préventif. Et là, les papiers sont vraiment relativement cohérents. Ou alors, les papiers négatifs ont été interdits de publication. D'accord. Donc je peux faire une ordonnance d'activité pour un patient en fibrillation auriculaire paroxystique pour une activité modérée en lui donnant un bon espoir que je vais réduire ses accès. Alors, voilà, il y a 2 papiers qui me donnent cette liberté de le faire. Moi, je crois que je suis tout à fait d'accord. Je pense que globalement, on confond 2 types de populations sur les topos qu'on a fait chacun. C'est-à-dire que le premier, c'est les gens qui veulent rentrer dans un programme de réhabilitation, qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire. Ces gens-là, il faut les encourager très vigoureusement à reprendre une activité physique. Et je voudrais d'ailleurs souligner que c'est pas parce qu'on est sportif qu'on doit continuer à fumer. C'est pas parce qu'on est sportif qu'on ne doit pas faire dépister le syndrome d'apnée du sommeil, etc., etc. Je crois qu'il y a des croisements, des intersections qui sont importantes. Par ailleurs, on est des fois confrontés à des sportifs de haut niveau qui ont des charges en entraînement qui sont excessives et qui soumettent leurs organismes à des contraintes qui ne sont plus physiologiques et qui peuvent développer, dans cette très petite population, vraiment extrêmement ciblée, des remodelages qui sont pathologiques. Et donc, je crois qu'il ne faut pas confondre les 2 types de populations. Mais il y a des cardiologues du club qui sont dans cette situation. Des questions dans la salle ? Avez-vous des critères pratiques pour moduler les 12 mètres en fonction de l'âge et la condition physique du sujet, par exemple en réhabilitation? Est-ce que 12 mètres, c'est quand même pas à la portée du commun des mortels? Ah oui, non, mais 12 mètres, c'est pas à la portée des communs des mortels, mais
S'il y a un doute dans le FA et pratique du sport, ça sera au-dessus de ces 12 mètres. Pour notre population générale, nous, on est en sécurité. Pour revenir sur le problème du remodelage, moi, c'est quelque chose où je n'ai pas la réponse, mais quand on voit ce qu'on a vécu, ce qu'on est en train de finir de vivre avec l'hypertrophie ventriculaire gauche, il était normal d'avoir une hypertrophie ventriculaire gauche quand on soulevait des 200 kg et quand on faisait une activité physique importante. Et on a vu avec les cohortes, le temps, l'affinement de nos moyens de mesurer l'hypertrophie ventriculaire gauche, que même quand on est coureur du Tour de France, on a un cœur normal. Actuellement, on redécouvre l'oreillette gauche parce que l'échographie s'est bien perfectionnée, l'IRM nous donne une approche. Nos amis qui pratiquent l'ablation vivent l'oreillette gauche comme on n'avait jamais pu le faire jusqu'à présent, et on est en train de redécrire des choses. Mais j'ai un peu l'impression, mais c'est vraiment encore qu'une impression, que dans 10 ans, on verra qu'un cœur est normal. Un cœur est fait pour répondre aux sollicitations. Et pour le cœur droit et l'hyperpression dans les artères pulmonaires, parce que là c'est aussi dans les mécanismes, là on est au début de la description, pas de la compréhension. Voilà, je crois que jusqu'à 12 mètres, on peut avoir une tranquillité et un bénéfice. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. J'aimerais avoir votre avis. Maintenant, c'est un monsieur qui a 55 ans, qui fait du vélo depuis toujours. Je lui fais un test d'effort, j'enregistre une petite salve de tachycardie supraventriculaire ou de FA, et il me montre ses courbes de cardiofréquence mètre, et il a ça un dimanche sur 3. Je lui laisse faire tout ce qu'il veut? Oui, je pense qu'il faut raisonner chez ce patient comme chez un autre patient, c'est-à-dire que s'il a des facteurs de risque thromboembolique, il faut discuter de l'anticoagulation. Évidemment, il faut lui faire un bilan étiologique de cette fibrillation atriale, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il peut très bien être cycliste, faire de la fibrillation atriale et avoir un syndrome d'apnée du sommeil. Donc ça ne dispense pas d'un bilan étiologique exhaustif chez ce patient et de traiter la cause de cette fibrillation atriale. Et après, c'est le traitement des symptômes. Donc, s'il a une diminution de ses performances, qu'il limite son activité physique à cause de ces épisodes, eh bien, il faut... le traitement antiarythmique, ça ne marche pas chez le sportif, il est à l'air pas bien. Et j'aurais d'emblée tendance à lui proposer un traitement ablatif s'il est symptomatique. Voilà. Donc, oui. 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 Je veux dire, ça... à 55 ans, il fait un peu de FA. Franchement, s'il n'est pas symptomatique, je ne traite pas sa fibrillation atriale de manière différente. Pas forcément. Non, je crois que c'est aussi des patients pour lesquels l'activité physique participe à leur équilibre mental de manière très importante. Je ne sais plus qui disait dans un des topos ce matin, c'est qu'on crée des comportements déviants en leur limitant leur activité physique. Non, je ne pense pas qu'il faille limiter son activité physique. Personnellement, je ne crois pas que ce soit un bon point de vue. Alors, je suis 100% d'accord avec Brigato. Il y a quelque chose que je n'ai pas retrouvé dans les papiers que j'ai lus, que tu as peut-être vu, c'est le syndrome de surentraînement. Est-ce que ça peut être un marqueur dans le syndrome de surentraînement avec la balance sympathique vagal qui va se dérégler, quelque chose? Ou dans ce cas-là, si j'ai d'autres arguments, dans ce cas-là, j'irais dans le sens de diminuer un peu l'activité, de voir un peu ce qui se passe. Bon, petite question. On va passer à l'orateur suivant parce qu'on est un peu limité par le temps. Merci à vous. Donc le prochain sujet, c'est sur ablation FA chez le sportif. Attention. Donc, Monsieur Lacroix. Bonjour, Dominique Lacroix. Donc, merci de l'invitation. Avant de rentrer dans le sujet, je voudrais vous dire que je m'adressais aux cardiologues de la région, Hauts-de-France. À l'Université de Lille, on a mené pendant 2 ans un projet qui est en train de se concrétiser, qui est un projet immobilier qui s'appelle Eurasport, qui est un bâtiment qui est né sur le campus santé du CHU entre le pôle formation de la fac de médecine, l'incubateur Eurasanté et l'hôpital Roger-Salengro. Là, il y a 3000 m² qui sont dédiés à la recherche sur l'activité physique avec des chercheurs qui viennent de la fac des sports et également des médecins. Donc c'est un nouveau pôle d'enseignement et de recherche sur le sport. Et il y aura également une dimension de soins à laquelle vous pourrez être intéressé dans le cadre du périmètre de soins du CHU. Donc ça, c'était un petit message que je voulais faire passer en préambule.
Alors après, ablation de la FA du sportif. Donc moi, je vais vous faire le point de vue du rythmologue. Est-ce un sujet? Je ne sais pas. Je ne suis pas certain. 750 000 Français font de la fibrillation atriale. C'est une pathologie des gens d'âge mûr ou âgés. Et il y a plein de gens âgés qui font du sport. Il y a plein de gens âgés qui font du vélo. On les croise de dimanche sur les routes. Peut-être c'est pas un sujet. Peut-être c'est pas un sujet. Alors en fait, je vais vous présenter une photo pour vous décrire ces patients qui nous sont adressés. Alors la démarche, c'est simplement des patients qui sont gênés, hein, pour répondre à un petit peu à l'interpellation de Pascal Poncelet. Ce sont des gens qui sont gênés, qui souffrent moralement, physiquement, parce qu'ils ne peuvent plus faire de sport, parce que leur performance physique s'est effondrée, parce qu'ils n'arrivent plus à rien, la qualité de vie se détériore, ils s'engueulent avec leur femme, enfin bref, voilà. Et ils ont des caractères déviants, ils se mettent à la bière. Et non, blague à part, donc ce sont des gens qui sont gênés et on les soulage. Bon, on essaie de les soulager. Voilà, donc simplement, comme à cette occasion, on soulève le capot, on regarde le moteur, peut-être ça vaut le coup de raconter ce qu'on voit. Voilà, je pense que c'est dans cette optique qu'il faut aborder ce que je vais vous raconter. Alors, comment on passe les diapos? D'accord, merci. Alors en fait, l'attention va être attirée sur la veine pulmonaire. Donc la veine pulmonaire, on se déplace, vous parlez de l'atrium gauche depuis un bon moment, on va se déplacer vers la veine pulmonaire. La veine pulmonaire, c'est le tissu cible de la fibrillation atriale. Également, pour rebondir sur le débat qui a animé là, il y a l'instant sur il y a de la FA, est-ce qu'on autorise ci, est-ce qu'on autorise ça, c'est déjà trop tard. N'oubliez pas que la FA, ce n'est pas une maladie, c'est le tissu qui est malade. Le tissu, il est malade en permanence, et de temps en temps, il fait des bouffées d'arythmie. Pourquoi? On ne sait pas. Puis d'un seul coup, pendant 8 jours, 15 jours, il ne se passe plus rien, puis ça recommence. Cette espèce de météorologie rythmique, on est absolument incapable de la prédire. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour que l'arythmie éclose. Donc finalement, si déjà la fibrillation atriale s'exprime, c'est qu'il s'est déjà passé bien avant énormément de choses, et que ça n'est que la partie émergée d'un iceberg. Donc cet iceberg qui dépasse, on va aller le regarder essentiellement sur les veines pulmonaires. Et donc le paradigme, c'est quoi? C'est que le sport d'endurance, ça induit une surcharge de volume et de pression. Et que cette surcharge de volume et de pression induirait un remodelage atrial gauche, essentiellement structurel. Alors vous connaissez le papier de Pellicia qui dit sur cette cohorte de vrais athlètes, hein, ce n'est pas les sportifs du dimanche, là ce sont des vrais, 1777 athlètes, qu'il y a 20% de ces gens qui ont une oreille gauche qui fait de plus de 20 mm. Et il n'y en a pas qui ont des oreilles de gauche de plus de 50 mm. Et ce qui est tout à fait... donc ça fait partie du remodelage du cœur d'athlète. Et ça n'induit rien du tout, puisque dans cette population, il n'y a pas de fibrillation atriale. Mais, il y a un énorme mais, regardez l'âge de cette population, c'est 24 ans. Donc finalement, qu'on ait une oreille gauche remodelée quand on est jeune, ça n'a strictement aucune conséquence rythmique. Alors, déjà, ce qui apparaît dans la discussion de son article, c'est que le remodelage atrial est déjà influencé par la nature du sport, et le premier qui est cité, c'est le vélo, c'est le cyclisme. Après, on a les travaux qui sont faits chez des gens un peu plus mûrs, donc là, des quadragénaires, et vous connaissez ce papier donc, des Catalans, l'équipe de Josep Brugada, Luis Montt, etc., qui regardent les marathoniens, et qui a fait une étude cas témoin pour dire qu'effectivement, les marathoniens font plus de fibrillation atriale que les autres, que le groupe sédentaire dans cette tranche d'âge. Avec ici un risque relatif qui est de 8,8, donc 8,8 plus de chances de faire de la fibrillation atriale quand on est marathonien que sédentaire au même âge, et des incréments de risque par millimètre supplémentaire de diamètre atrial gauche ou de volume atrial gauche. Alors, sur le plan mécanistique, ça a déjà été évoqué, et si on creuse un tout petit peu comment se produit ce remodelage, c'est assez intéressant. C'est aussi là une étude qui a été faite sur la course des 10 000 de Berne. Donc c'est une photo avant, photo après. Donc ce sont des gens qui sont examinés avant la course, après la course, et on regarde en fonction de leur pédigré en termes de course d'endurance. Donc vous avez trois groupes, ceux qui n'ont jamais couru de marathon, bon là c'est pas un marathon me direz-vous, mais qui n'ont jamais couru de marathon, ceux qui l'ont fait 1 à 4 fois dans leur cursus, et ceux qui l'ont fait au moins 5 fois. Et ce qui est montré, c'est qu'en fait, il y a le pro-ANP, qui est un peptide qui est assez sensible à l'étirement de l'atrium, qui est sécrété davantage chez les gens qui ont un palmarès de marathoniens à répétition que chez les autres. Donc, comme s'il y avait un effet cumulatif et un étirement plus important de l'oreille gauche chez ces gens-là, peut-être parce qu'ils courent plus vite aussi, hein,
Ils ont peut-être une performance qui est différente que les autres. Et donc un effet pédigré, on va dire. Ça a été également confirmé par cette étude qui a été faite par des Scandinaves chez des skieurs de fond, où ils regardent un effet cumulatif chez des vétérans. Donc là, vous voyez, ils se sont transportés chez des gens vraiment plus âgés. Et ils regardent, en fonction de leur ancienneté de pratique du ski de fond, la probabilité de voir développer de la fibrillation atriale. Et là, est-ce que c'est vraiment quelque chose de spécifique aux sportifs ? Sûrement pas, parce que vous prenez la population générale, vous allez avoir également cette progression d'incidence avec l'âge. Donc, on tourne en rond, parce qu'on tourne sur le problème du vieillissement cardiaque en général, et sur le remodelage atrial gauche, qui est peut-être différent chez les sportifs d'endurance. En ce qui concerne les conséquences électrophysiologiques, une surcharge de volume et de pression de l'oreille gauche, on sait que lorsqu'on étire une oreillette de lapin, ça c'est des travaux qui ont plus de 20 ans d'ancienneté, si on met des canules dans une oreillette de lapin et qu'on la dilate, vous voyez, avec ici une surcharge de pression, et qu'on la stimule, eh bien on va faire développer de la fibrillation atriale sur cette oreillette de lapin. Et il faut un certain niveau de pression pour faire développer la fibrillation atriale. Pardon. On sait aussi qu'on a un modèle qu'il faut utiliser avec prudence, et je crois que c'est Poncelet qui l'a dit aussi, sur ce qu'on sait de l'hypertension artérielle, mais on sait que dans l'hypertension artérielle, il y a également un remodelage atrial qui est progressif, et qu'il y a un remodelage des veines pulmonaires qui est progressif. Et on a un continuum de dilatation entre des gens qui n'ont pas d'hypertension, par exemple, et des gens qui ont d'hypertension avec une dysfonction diastolique, avec, ici en ordonnée, des calibres veineux pulmonaires de plus en plus grands. Donc, entre un normotendu et un hypertendu, les calibres veineux pulmonaires sont différents. Un hypertendu qui a une hypertrophie ventriculaire gauche, etc., etc. Et la fibrillation atriale marque un tournant dans ce continuum, avec en général des calibres veineux plus importants. Donc, le paradigme, mais il faut peut-être le tester, c'est que sur une surcharge de volume et de pression, par analogie avec ce qui se passerait, toute proportion gardée dans l'hypertension, et un étirement chronique de l'oreille gauche, on finit par avoir un étirement chronique des veines pulmonaires, et l'étirement chronique des veines pulmonaires est arythmogène. Alors, les effets neurovégétatifs, en bref, vous connaissez les travaux de Philippe Coumel, pour les plus anciens d'entre vous, qui est maintenant décédé, mais qui avait fait avancer dans les années 80 le concept de FA vagal, et vous connaissez la vagotonie des sportifs d'endurance. Si on met un cœur isolé perfusé sous acétylcholine, il passe en fibrillation atriale. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très ancien. C'est connu depuis les années 50 que l'acétylcholine, ça raccourcit complètement la durée du potentiel d'action atriale par un canal potassique qui s'appelle IKACH, qui est un canal potassique activé par l'acétylcholine. Et ça fait le lit de la fibrillation atriale. Donc l'innervation vagale, les plexus des sportifs au niveau des veines pulmonaires joue probablement un rôle de déclencheur, au moins de déclencheur, peut-être de substratum. Il y a des études anapates qui ont été faites sur des veines pulmonaires humaines, alors ce n'est pas des sportifs, c'est des gens tout venant, qui montrent qu'on a effectivement une prolifération de fibres sympathiques et parasympathiques sur la jonction véno-atriale. Donc ça, ce sont des colorations immunocytochimiques des deux systèmes. TH, c'est tyrosine hydroxylase, c'est le marquage du sympathique. L'autre, c'est l'acétylcholine transférase, c'est le marquage du parasympathique. Et on voit sur ces études cytochimiques qu'il y a une densité des deux types d'innervation qui est très très forte, ici sur les histogrammes en noir, à la jonction veine pulmonaire atrium gauche, et plutôt à l'épicarde qu'à l'endocarde, ici sur la partie basse de l'histogramme. Alors, voilà un peu l'état des connaissances générales, et maintenant ce que je peux vous présenter, c'est un peu l'expérience que nous avons de l'ablation de la FA des sportifs. Une petite étude qu'on a commencé à mener dans les années 90, 91, 92, on a colligé des sportifs compétiteurs qui faisaient vraiment un haut niveau d'entraînement, plutôt 10 à 12 heures de sport par semaine, tous des compétiteurs, parfois des sportifs professionnels, parfois des gens qui avaient arrêté à cause du problème d'arythmie, mais enfin qui avaient tous un palmarès incontestable pour dire qu'ils n'étaient pas des amateurs à petit niveau. Et donc on a colligé ces 19 sportifs de 2009 à 2012, ça représentait à peu près 5% de notre patientèle. Alors déjà, la première surprise que nous avons eue, c'est tous des hommes. Et la tranche d'âge, c'est 52 ans, plus ou moins 10 ans, entre 37 et 68 ans. Et on a eu également la surprise de voir qu'on avait
des fibrillations atriales persistantes et aussi des inclassables. Je rejoins ce que tu as dit, Pascal. Il y a des patients, on ne sait pas trop combien de temps ils en font dans la journée. Est-ce que ça dure une semaine, ça dure une journée, on ne sait pas. Donc il y avait aussi des inclassables. Et en moyenne, ils nous étaient adressés ou ils venaient nous voir un peu désespoir de cause au bout de 4 ans. Alors quand on regarde les sports que pratiquaient ces gens, il y avait beaucoup de polysportifs, donc il y a 26 sports pour 19 personnes, mais 16 sur les 19 avaient au moins une pratique d'un sport d'endurance, avec ici, vous voyez, marathon, les courses de demi-fond, que j'appelais semi-marathon si vous voulez, et puis des cyclistes. Et puis le reste, c'est un peu anecdotique, c'est arts martiaux, tennis ou football. Donc c'est essentiellement ça. Alors, pourquoi plus d'hommes? Déjà, on sait que sur cette enquête de l'INSEP et de la direction des sports, eh bien, vous savez qu'après les grossesses, les femmes font moins de sport que les hommes, et donc il y a un décrochage à partir de l'âge de 25 ans, et qui n'est jamais rattrapé. Et donc, de toute façon, sur des tranches d'âge de 52 ans, il y a plus de sportifs masculins que féminins. Mais enfin, ça n'explique quand même peut-être pas cette différence. L'autre surprise, c'est de se dire, leur oreiller de gauche est un peu remodelé, sans plus. D'abord, peu de comorbidité dans cette population, parce qu'il n'y avait que 2 hypertendus, tous les autres n'avaient strictement aucun facteur de risque. En revanche, il y avait quand même 8 en surpoids, avec des BMI à plus de 25, et un obèse. Et ils étaient tous très symptomatiques, mais là c'est un biais de recrutement phénoménal, puisqu'évidemment ils sont venus pousser la porte du labo d'électrophysiologie que parce qu'ils étaient très gênés, donc ils avaient un score de symptômes qui était à 12, donc c'est un score de symptômes important. Et ils avaient tous testé au moins 1 ou 2 antiarythmiques qui n'avaient pas marché. Donc peu remodelé dans le sens où la surface atriale gauche est aux alentours de 24 cm², ce qui est standard pour des patients qui viennent pour de l'ablation de fibrillation atriale, mais on aurait pu s'attendre à pire. Et il y en avait effectivement 12 sur les 19 qui avaient une oreille gauche dilatée, mais certains n'avaient pas d'oreille gauche dilatée. Et aucun n'était à plus de 50. Quant aux veines pulmonaires, donc on a supérieur gauche, inférieur gauche, on a un peu, si vous voulez, l'expérience des calibres veineux pulmonaires. C'est plutôt un petit peu moins que les patients cardiaques à qui on fait des ablations, ou les hypertendus, ou les grands obèses, ou les diabétiques. C'est un petit peu moins dilaté que les autres. Donc, pas un remodelage atrial gauche aussi franc, ni un remodelage aussi intense des veines pulmonaires que l'on pourrait s'y attendre. Alors, on a également regardé le profil inflammatoire, puisqu'il y a des hypothèses inflammatoires. Et en fait, en faisant des dosages de CRP ultrasensibles, eh bien, il était inférieur à 1 pour 10 d'entre eux, entre 1 et 3 pour 5 d'entre eux, et supérieur à 3 pour 4. Alors, on a déconnecté les veines pulmonaires de tous ces patients. On a également fait des ablations dans l'oreille droite. Les FA persistantes, on a fait un peu de défragmentation. Certains ont eu des lignes. Et on les a suivis 1 an, puisque notre politique dans le centre, c'est de leur faire un holter de 21 jours au bout d'1 an et de les rendre au cardiologue traitant, qui souvent ne nous tient pas au courant de ce qu'ils deviennent, mais on va dire avec cette population particulière, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et on a eu 18 succès, c'est-à-dire il y en a 18 qu'on a débarrassé complètement, et il y en a 6 où les cardios ont eu la gentillesse de nous tenir au courant, et donc 2 ans après, on avait encore des nouvelles en disant que ça allait très bien, les autres sont perdus de vue. Donc ça mériterait bien sûr d'être repris. Ce que l'on ne sait pas, c'est là, on a quelques informations sur la reprise de l'activité sportive de haut niveau chez ces patients, mais ça manque pour la plupart d'entre eux, donc ça mériterait d'être repris. Alors on a regardé également la corrélation entre le statut inflammatoire et le statut pondéral, puisqu'on avait quand même des gens qui étaient en surpoids. Alors on ne connaît pas la masse grasse ou la masse maigre, mais on a quand même le BMI, c'est tout ce que j'ai à vous procurer. Et si on regarde déjà, en fonction du BMI, le taux d'HSCRP, il n'y a pas du tout de corrélation. Aucune. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est que celui qui avait une HSCRP le plus élevé, c'est celui chez qui nous avons rencontré un échec. Celui chez qui l'ablation n'a pas marché. Mais, il y a un mais, parce que 2 ans après, ce patient a développé un néo de l'œsophage, dont il est d'ailleurs décédé. Et donc là, vous connaissez la proximité entre le bas œsophage et l'atrium gauche, également la relation entre cancer et inflammation. Donc évidemment, ça devient probablement, c'est un outlier, hein, c'est vraiment un cas à part. Et alors là, en vert, les 2 points verts sont les hypertendus qui n'ont pas spécialement, voyez, d'informations particulières vis-à-vis de la CRP. Alors on a également regardé, est-ce que le remodelage de l'oreiller de gauche avait à voir avec l'ancienneté de l'AFA? Ben non, il n'y avait pas du tout de corrélation. En revanche, on a regardé entre paroxystique et persistante, s'il y avait une différence. Alors ce qui est quand même étonnant, c'est ceux qui ont remodelé de façon importante leur oreille gauche, vous voyez, qui ont des surfaces d'oreille gauche entre 25 et 31 cm² planimétrés, et qui ont des FA d'ancienneté courte, eh bien, il y a quand même beaucoup de points violets, c'est-à-dire des FA persistantes. Donc il y a
alors causal ou consécutif, je n'en sais rien, hein, association on va dire. Les oreillettes gauches les plus grosses sont vues chez les patients qui sont en FA depuis le moins longtemps que les autres et qui sont curieusement plus souvent des persistants que des paroxes. Alors on a d'autres données, je termine avec ça, 3-4 diapositives sur la littérature. On n'a pas beaucoup de données de la littérature sur la fibrillation atriale ablatée chez l'athlète. Il y a le premier papier de Furlanello qui est de 2008, c'est 20 patients de 44 ans, donc c'est essentiellement, vous voyez, des marathoniens, des skieurs. C'est un profil de patient qui est assez semblable au nôtre, avec à peu près 2/3 paroxystiques et également 90% de succès. Et alors là, ce qui est intéressant dans ce papier, c'est qu'on sait qu'ils avaient tous repris le sport. Ils avaient à peu près 44 ans en moyenne. Il y a également un deuxième papier qui est, alors là, à prendre avec des pincettes, parce qu'ils ont considéré comme athlètes des gens qui font 3 heures de sport par semaine. Bon, je pense que ça vous fait sourire. C'est des gens de 50 ans, c'est aussi 2/3 de fibrillation atriale paroxystique, c'est des oreilles gauches qui ne sont pas très dilatées. Ils n'ont pas vraiment fait d'évaluation stricte de leur rythme avec des holters ensuite, et ils montrent que, bon, ici c'est les patients en bleu, ils vont aussi bien que les autres, la différence, le petit p est presque significatif, peut-être un petit peu mieux que les autres. Alors le dernier papier, c'est aussi un papier un petit peu discutable, c'est Kopman. C'est une cohorte de patients consécutifs chez qui ils ont fait un questionnaire sur l'activité sportive. Ils ont séparé ceux qui étaient à plus de 1500 heures de sport depuis l'âge de 14 ans. Si vous faites un rapide calcul chez des quinquagénaires, ça fait 2 heures de sport en moyenne par semaine. Pas non plus extraordinaire. Et ils ont regardé ceux qui... et là-dedans, ils ont fait des ablations, donc chez 84 soi-disant athlètes par rapport au contrôle. Alors c'est quand même un peu plus intéressant que ça, parce qu'ils ont séparé ensuite ceux qui faisaient de l'endurance de ceux qui ne faisaient pas d'endurance. Donc c'est les deux colonnes ici, part et d'autre. Et là, ils ont extrait, grâce à l'endurance, des gens qui faisaient en moyenne 5,8 heures de sport par semaine depuis l'âge de 14 ans. Donc là, on tombe sur un profil qui est plutôt identique à celui que nous avons sélectionné, et on retombe encore une fois sur des quinquagénaires, encore une fois sur plutôt des fibrillations atriales paroxystiques, plutôt sur des oreilles gauches pas très dilatées, et à nouveau sur des très bons résultats cliniques. Alors en fait, l'histoire après, c'est pas grand-chose de différent par rapport à la population non sportive. Je rajouterais juste une info intéressante et importante, parce qu'il faut leur en parler, notamment chez les coureurs à pied. C'est l'altération profonde du voloréflexe le réflexe de Bainbridge, qui va se développer pendant 6, 7, 8 mois après l'ablation, et qui va induire une tachycardie de repos qui va les perturber au moins psychologiquement, mais qui après s'estompe. Ça, on peut éventuellement en reparler. Et je vais arrêter là. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce brillant exposé. On a explosé l'horaire, donc 2 questions. Alors, je n'ai pas donné tous les détails de la procédure. Beaucoup ont été repris 2 fois, hein, quand même. Hein. C'est pas 90% du premier coup. Maintenant, on va refaire une série, on va essayer de refaire notre série, parce qu'on a à peu près maintenant, on a refait un calcul avec François, on a à peu près 50 à 60 patients. Donc on va essayer de les refaire. Mais on a progressé dans le sens où on a des outils plus efficaces encore. Dernière question? Non? Merci beaucoup. Donc on passe au dernier exposé sur anticoagulants et sport. Docteur Suzin. Bien, bonjour à tous. Merci de m'avoir proposé de venir vous parler de ce sujet aujourd'hui. Alors, j'ai 2 défauts majeurs. D'abord, je ne suis pas du tout cardiologue, je fais de l'hémostase et ensuite, je ne suis absolument pas sportive. D'ailleurs, je n'ai pas voulu monter par là parce que je me suis dit que si j'y arrivais pas, ça n'irait pas. Donc, j'ai essayé de réfléchir ce que je pouvais apporter sur le sujet à des gens qui sont dans la pratique de ça. Et donc, je me suis servi de mon expérience avec les patients hémophiles. Il y a un document dont on parlera tout à l'heure que je voudrais vous partager avec vous.
Donc c'est vrai que nous, on voit surtout des patients avec des maladies hémorragiques, donc on peut faire une analogie avec ça, et puis des patients avec de la maladie thromboembolique veineuse récidivante sous anticoagulants, et c'est de ce type d'extrapolation dont on va partir. Donc évidemment, la Fédération française de cardiologie recommande une activité sportive régulière, 30 minutes tous les jours de la semaine. Et là, c'est un commentaire personnel que je me fais chaque lundi matin quand il m'arrive de prendre des transports vers 5-6 heures du matin, que je vois déjà des gens courir sur le bitume. Je me dis, est-ce qu'on a réellement des études sur l'excès de pratique sportive et notamment les conséquences peut-être plutôt articulaires que cardiologiques? Bon, c'est une question personnelle. Alors moi, quand je pense au sport et que je vois mes patients en consultation, tout de suite, ma peur, c'est ça, c'est-à-dire que je vais évidemment envisager avec vous un certain nombre de complications liées au traumatisme et à l'hémorragie. Donc sport anticoagulant, ça va dépendre du niveau d'anticoagulation, évidemment. Est-ce que ce risque il est lié à une anticoagulation préventive ou curative, à l'observance et au risque de surdosage, qui n'est pas le même selon tous les patients. Et puis, le traumatisme, il est lié au type de sport et là encore une fois, au patient lui-même. Est-ce qu'il y a des pathologies articulaires qui vont majorer, par exemple, un risque de complications hémorragiques graves, hein, une hémorragie intra-articulaire, c'est considéré comme un accident hémorragique grave. Et puis, forcément, si on regarde la population qui est déjà sous anticoagulants et qui va être amenée à pratiquer le sport, donc on est encore aujourd'hui avec des antivitamines K et des anticoagulants oraux directs, avec quand même encore aujourd'hui une large majorité pour les antivitamines K. Et si maintenant je regarde les tranches d'âge et le sexe ratio, bon, on est quand même assez tranquille sur l'excès de marathon dans cette population, bien que ça puisse arriver et que le marathon, c'est quelque chose qui modifie considérablement le métabolisme, l'absorption, qui provoque des déshydratations, probablement un changement du métabolisme des molécules. Donc les anticoagulants oraux directs, eux, en gros, alors là il y en a 4, Beric Saban a fait le New England cette semaine, donc ça va commencer à arriver, il va y en avoir d'autres, mais en gros on change quand même complètement de raisonnement, on a une efficacité immédiate et une demi-vie d'à peu près 12 heures dans la population de référence, avec pour nous, quand on est face à un accident hémorragique, donc là je l'ai assimilé au traumatisme, deux choses assez différentes. Avec les AVK, on est dans un niveau d'anticoagulation qui est relativement stable, qu'on arrive assez bien à mesurer avec l'INR. Le traumatisme arrive, on a un bon recul sur comment réverser cette molécule, comment revenir à un niveau d'anticoagulation qui évite un saignement majeur, ça on sait. Par contre, effectivement, avec les anticoagulants oraux directs, c'est vrai qu'on progresse, mais déjà, on n'est pas stable au cours de la journée d'un point de vue niveau d'anticoagulation. Et ensuite, on se pose plus de questions sur l'évaluation biologique du risque hémorragique et puis des modalités pour faire redescendre quelqu'un qui vient de chuter, par exemple, parce qu'il faisait du vélo de façon intensive et qu'il n'avait pas mis son casque, ou qui a fait du rugby, ou je ne sais quoi, qui vient de chuter et chez qui on veut réverser cet effet anticoagulant. Donc, il y a plus d'interrogations. Alors pour les AVK, je suis désolée, mais je vais revenir à des choses extrêmement basiques. On a des recommandations, elles datent de 2008. C'est des bonnes recommandations, elles sont simples. Il faut prendre en charge de façon hospitalière un patient qui a un accident hémorragique sous AVK, un accident hémorragique grave, et un traumatisme sévère, c'est assimilé à un accident hémorragique grave. Il va falloir restaurer une hémostase normale le plus rapidement possible avec un INR inférieur à 1,5. Pour ça, on a des molécules qu'on connaît bien, la vitamine K, les concentrés de complexe prothrombinique. Et alors, ce qui est pratique avec les Américains, c'est qu'ils découvrent ces produits. Hein. Ils découvrent les produits sanguins stables. L'industrie du fractionnement aux États-Unis est assez mal développée, ce qui fait qu'il y a encore des études récentes randomisées. Vous voyez, je ne vous sors pas un vieux truc, ça date quand même de 2013, qui montre qu'effectivement, quand on utilise ces molécules, on a une efficacité importante sur la correction de l'INR. Donc, c'est effectivement maintenant montré avec une étude randomisée que c'est biologiquement efficace. Et ensuite, deuxième étude de 2014, quand on respecte les recommandations chez une cohorte qui est certes observationnelle, mais il y a quand même 800 patients sous AVK, quand on respecte les recommandations, vous voyez qu'on améliore ici la survie à 7 jours. Donc, on a un médicament efficace et on améliore la survie. Donc, il ne faut pas hésiter. Un traumatisé sévère, c'est un risque d'hémorragie grave. Il faut l'amener à l'hôpital et réverser son traitement anticoagulant. Est-ce qu'on peut dire la même chose sur les anticoagulants oraux directs ? On y arrive, mais c'est plus compliqué. Alors, on a là aussi les concentrés de complexe prothrombinique, qu'ils soient non activés ou activés.
Pour aujourd'hui, hémorragie dans un organe critique et anticoagulant orodirect, on va faire ces produits avec une efficacité qui n'est pas certaine, un risque thromboembolique qui n'est pas évalué, ce qui est important chez vos patients, puisqu'ils sont sous anticoagulants, un coût qui sera considéré même si ce n'est pas l'essentiel du topo de maintenant. Donc avec clairement, vous me voyez venir, une balance bénéfice-risque qui n'est pas certaine et qui n'est pas évaluée. Et puis une hémorragie moins grave, il va falloir se poser la question de quelle est la concentration de l'anticoagulant. Là, on sait mieux faire, mais pas partout. C'est que dans les grands centres où on est capable de clairement doser la molécule. Et puis, quand on a une concentration élevée, évidemment, on va se poser la question de est-ce qu'on peut avoir une neutralisation spécifique. Alors là, les agents de réversion arrivent. Donc on a pour le dabigatran un agent de réversion spécifique dont je vous passe le nom de DCI, le Praxband. Mais cette diapo pour vous montrer que son efficacité a été uniquement testée sur un endpoint biologique. Donc effectivement, biologiquement, ça corrige l'effet anticoagulant du dabigatran. On ne sait pas du tout si ça améliore la survie des malades quand on traite une hémorragie. Et puis, par ailleurs, vous voyez ici, au bout de 24 heures, il y a un certain nombre de patients chez qui la molécule n'est plus efficace, donc avec à nouveau un effet anticoagulant, donc une nécessité de réinjection et un risque d'immunisation contre cet antidote qui n'est pas négligeable. C'est un médicament qui a l'autorisation de mise sur le marché. Donc pour quelqu'un qui est sous dabigatran, un traumatisme sévère, chute de vélo, rugby, etc., c'est vrai qu'on a des moyens dans les grands centres. Enfin, on est quand même un peu neuf sur l'utilisation de tout ça. Et puis, pour les antidisa, donc là, rivaroxaban, apixaban et doxaban, pour l'instant, on n'a rien. On n'a rien de spécifique. On a les concentrés de complexe prothrombinique. Les antidotes, ils arrivent, mais ils sont encore en étude. Donc, il y en a un qui est l'andexanette qui est bien avancé. Et puis, il y en a un autre qui, dans le principe, est pas mal parce que le design biologique est assez intéressant. Seulement, pour l'instant, c'est une lettre dans le New England Journal 2014. La FDA a dit, OK, banco, il faut aller plus vite pour le développement, il faut mettre de l'argent là-dedans, mais pour l'instant, on n'a rien. Et on ne sait pas très bien comment ça marche. On sait que c'est efficace, là encore, sur la correction du niveau d'anticoagulation de la molécule, mais c'est tout ce qu'on sait. Donc les critères de décision qui, à mon avis, doivent rentrer quand même en ligne de compte quand à un moment on va être en face d'un patient à qui on va recommander ou pas de faire du sport et quel type de sport, c'est tout ça, c'est l'efficacité des agents de réversion, on va penser au pire, l'accident hémorragique suite à un traumatisme, la sécurité des agents de réversion, le bénéfice attendu et puis la disponibilité et le coût des agents de réversion et quelle stratégie faudra adopter quand le patient se présentera avec un accident hémorragique. C'est la gravité de l'hémorragie, le nom de la molécule, etc. Est-ce qu'elle est toujours présente, etc. Donc, mais je voudrais juste vous montrer ça, pas pour rentrer dans le détail, pour vous dire que sur la partie, on n'est même pas dans les recommandations, dans les propositions de prise en charge des hémorragies sous anticoagulants orodirect avec l'arrivée des agents de réversion, on est en pleine discussion. Et c'est une petite diapo simple. J'aurais pu vous montrer celle qu'on est en train d'échanger avec un groupe francophone qui essaye d'organiser un peu des anesthésistes, des urgentistes, des cardiologues, de la prise en charge des patients avec hémorragie grave sous anticoagulants. Le tableau, il est hyper compliqué et ça montre bien que pour aujourd'hui, c'est pas très simple. Donc, pour en revenir au patient qui est en face de nous, donc moi, ce que je connais, c'est l'hémophile. Donc, on va remplacer par anticoagulant. C'est ce que m'a conseillé de faire François Brigado. Donc, j'ai écouté. Ce qu'on dit aux jeunes patients hémophiles, d'abord, ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est que c'est extrêmement structurant sur le plan psychologique. Donc, la contre-indication sans réfléchir du sport, c'est mauvais. Mais il faut dire que la pratique doit être régulière, que l'entraînement doit être essentiel, que l'échauffement doit être suffisant. Ça, c'est tout ce qu'on dit aux gamins qui ont des pathologies graves de l'hémostase, que les étirements, ça ne doit pas être oublié, que le matériel et l'encadrement doivent être adaptés et que le plaisir doit être indispensable. Ça, c'est extrêmement important. Ce qu'on dit aussi à l'hémophile, c'est que, et surtout, on fait un bilan initial du patient. Alors, l'hémophile, c'est les articulations. Mais il y a probablement, chez les patients qui sont en fibrillation atriale ou autres, qui sont sous anticoagulants et qui vous posent la question du sport, il y a probablement d'autres éléments à prendre en compte. Les articulations, c'est peut-être valable aussi. Est-ce qu'il y a un risque d'hémorragie intra-articulaire parce qu'il y a des lésions articulaires par ailleurs?
Évidemment, le choix du sport va dépendre de l'âge, etc. Le niveau de risque donc, pour chaque sport est à évaluer. Et puis, il va falloir délimiter le domaine d'application. Et vraisemblablement, la compétition, quand on est sous anticoagulant, probablement on peut contre-indiquer parce que ça nécessite la compétition à haut niveau, parce que ça ne va pas du tout avec la prise d'un anticoagulant. Alors nous, on a un truc qui n'est pas fait par Bayer, qui est fait par Pfizer, mais qui finalement est bien utile et qui pourrait finalement être utilisé aussi pour les patients sous anticoagulants. C'est la liste de toutes les activités sportives, niveau de risque faible, moyen, etc. Et puis on peut personnaliser aux patients. Voilà, vous avez des problèmes à telle articulation, vous avez tel autre type de problème pour des patients avec fibrillation atriale. Et finalement, ça pourrait être une espèce de guide de prescription de l'activité sportive. C'est peut-être une idée à retenir. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait pour guider les parents et les enfants dans le choix de l'activité sportive. Donc je vais prendre quelques exemples pour finir. Les sports à haut risque, ils sont tous contre-indiqués quand on regarde en général. C'est les sports de vitesse, les sports de contact et les sports à risque de chute. Ça paraît assez évident. Les sports aquatiques, il faut regarder un peu dans le détail. Dans la natation, c'est bien pour tout. Le water polo, c'est bien, sauf si on est gaule et qu'on se prend des balles dans la figure. La plongée libre et la plongée en bouteille, attention. Les barotraumatismes des tympans, ils arrivent dès les premiers mètres. Donc, c'est orange, quoi. Je pense qu'il faut que ce soit vraiment encadré, conseillé avec un bilan ORL précis. Le plongeon, c'est contre-indiqué. Les cyclistes, alors le vélo tout-terrain, le cyclisme classique, c'est évidemment sans problème avec un équipement adapté. Le VTT, c'est très mauvais parce que ça provoque des micro-traumatismes répétés au niveau notamment des articulations. En tout cas, pour les patients avec pathologie de l'hémostase sévère, c'est un facteur de risque d'hémarthrose, donc d'hémorragie grave. Et il y a des risques de traumatisme de chute, donc c'est contre-indiqué. Les sports d'échange de balles, le ping-pong, c'est ce qu'on recommande. C'est super le ping-pong. Le tennis, c'est vert, mais ça peut être orange dans certains cas. Tout dépend comment on le pratique. Le badminton, c'est bien parce que c'est l'esprit d'équipe. Mais ça peut être aussi... J'aurais pu aussi le mettre en orange. Et le squash, là, par contre, c'est plutôt contre-indiqué. C'est plutôt assez violent. Les sports de glisse, la planche à voile et le surf, attention. Là, c'est pareil. C'est l'équipement. Il ne faut pas le faire seul. Donc, c'est en orange. Le rafting avec protection et un encadrement et tout ce qu'il faut pour bien faire... c'est peut-être pas totalement contre-indiqué. Et le ski, c'est à déconseiller ou à contre-indiquer en fonction de ce qu'on veut faire. Évidemment, c'est ski de fond et randonnée avec du bon matériel, en étant tout à fait conscient des risques de chute, etc. Ça paraît évident. Alors j'aurais pu passer en revue tous les sports. Je crois que c'est pas très intéressant. Et puis qu'en plus, il y a la partie interrogatoire individuelle du patient compte beaucoup pour cette évaluation. Merci. Merci beaucoup. Donc, visiblement très sensibilisé aux problèmes hémorragiques. Ça me fait sourire parce que je me fais régulièrement charrier par certains d'entre nous. Parce que j'ai toujours de l'appréhension, effectivement, avec nos patients sous double anti-irrigation plaquettaire ou sous AVK qui font du vélo. Voilà. Des questions ? Pas de questions ? Moi, je voulais vous demander par rapport au vélo, au VTC, là, vous mettez feu vert. Vous êtes sûr ? Pour les gamins, en tout cas, oui. Le risque, il est lié à la chute. Parce que quand même, la complication numéro 1 du vélo, c'est de se casser la gueule. Oui, mais là, moi, mon propos est pas de savoir s'il va y avoir des risques de chute par ailleurs parce qu'il y a un trouble du rythme. Je suis désolée. Non. Donc après, le risque de... Alors, la question est de savoir si chez ces patients-là, il faut faire du sport ou pas de sport. Et tout dépend de l'âge, tout dépend de, voilà, chez quelqu'un de jeune qui est sous anticoagulant au long cours pour une raison X, Y ou Z, mais qui est jeune, la pratique du sport, compte tenu de l'espérance de vie, c'est montrer que c'est bien. Alors il peut faire que de la natation ou du ping-pong. Le vélo, le risque de chute, il est le même que chez quelqu'un qui n'est pas sous anticoagulant. La question, ça va être la conséquence. Donc la question, c'est l'équipement et les conditions dans lesquelles c'est réalisé. Encore une fois, je crois que l'histoire de le sport chez des patients qui ont des facteurs de risque additionnels, je crois que c'est quand même une prescription qui doit être encadrée. Et ce type d'analyse que l'on a, nous, peut tout à fait être appliqué aux patients sous anticoagulants. Pas de questions ? Monsieur Poncelet. Dans certaines circonstances, est-ce qu'il y a une augmentation du risque ischémique
Donc, patient, je ne sais pas, il a fait des problèmes de phlébite, on ne va pas rentrer dans la F1. Il veut faire du marathon, il veut faire un ultra-trail, il veut faire ça. Quelles sont la balance risque là du côté ischémique? Alors, ce que je peux dire, pas en termes d'événements cliniques, mais en termes de facteurs de risque biologiques, c'est qu'effectivement, l'augmentation, les modifications du rythme, etc., induisent un état d'hypercoagulabilité, une activation endothéliale et un état qui pourrait favoriser la survenue d'accidents ischémiques. Maintenant, je suis navrée d'être ignarde, mais je ne sais pas du tout si ça a été évalué de façon... donc là, on est toujours chez le patient sous anticoagulant. Est-ce qu'il y a une augmentation du risque ischémique? On ne sait pas trop, donc, mais c'était juste pour me... Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une activation endothéliale, ça c'est sûr, par le sport. Ouais. Et est-ce qu'avec les nouveaux anticoagulants, quelqu'un qui est sous un ACO, qui veut aller faire un ultra-trail, est-ce qu'on a quelques données dans la littérature qui va nous dire si ça va modifier son taux d'anticoagulant? Un ultra quoi? Moi je suis désolée. Quelqu'un qui veut faire, qui veut enchaîner 2 marathons, qui veut faire des 100 km, enfin qui veut aller au-delà de ses limites. Ça, je pense que c'est contre-indiqué. D'abord, premièrement, parce qu'on n'a pas de données et qu'à l'évidence, ça modifie les paramètres de pharmacodynamie. L'ultra truc, là. Donc, pas boire, pas manger, etc. Donc, voilà. Mais c'est du bon sens, non? Non? Le bon sens fait qu'on se méfie, mais on n'a pas de données. Justement, quand on n'a pas de données, il faut s'en référer au bon sens. Sur le patient marathonien sous AOD, ouais. Merci beaucoup. Alors, juste pour les différentes informations, on reprend à 14h avec les ateliers. La matinée était chargée, on a fait exprès parce que c'est le moment où il y a le plus d'attention, après ce sera quand même plus cool. Demain matin, pour ceux qui veulent, il y a les baptêmes sur piste. Donc pour ceux qui sont à l'hôtel, il y a une navette qui est prévue. Ça, vous demandez, vous inscrivez auprès de SIAM, il n'y a pas de problème, près d'MCO. La course à pied, ça dépendra de la météo. On va voir. Et vous pouvez aller au centre du Vélodrome où il y a quelques victuailles. Et oui, dernière chose, si vous voulez aller visiter les douches du Vélodrome, c'est à pied et c'est à 50 mètres d'ici.